Le fils de 6 ans de mon mari n'arrêtait pas de cacher mes médicaments. Ne prends pas ces pilules, maman, chuchote chaque soir. Mon mari disait, il est traumatisé d'avoir perdu sa mère. Mais un soir, pendant que mon mari était en voyage d'affaires, le garçon est venu me voir en pleurant. Maman, je dois te dire ce que papa a fait aux pilules pour le cœur de ma vraie maman. Au moment où j'ai entendu ces mots, j'ai pris le téléphone et appelé la police immédiatement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans les couloirs animés de l'hôpital Seattle Memorial, où l'odeur d'antiseptique se mêlait à l'espoir et au désespoir, Isabelle Ferreira avait trouvé sa raison d'être. En tant que pharmacienne clinicienne, elle passait ses journées à s'assurer que les patients recevaient les bons médicaments, à vérifier les dosages et à conseiller les médecins sur les interactions médicamenteuses. Sa précision avait sauvé des vies. Son souci du détail était légendaire parmi le personnel infirmier. Mais le succès professionnel d'Isabelle ne parvenait pas à combler le vide de sa vie personnelle. À 34 ans, elle vivait seule dans un modeste appartement surplombant le Puget Sound. 3 ans plus tôt, une fausse couche à 18 semaines avait brisé ses rêves de maternité. Les complications qui s'ensuivirent la laissèrent incapable de concevoir. Pendant des mois, elle s'était réfugiée dans son travail, trouvant du réconfort dans les étiquettes de médicaments et les bases de données pharmaceutiques. Tout changea au printemps dernier, lorsque le docteur Thomas Wright rejoignit le service de cardiologie. Grand et distingué, les tempes grisonnantes, il affichait l'assurance d'un homme qui avait passé des décennies à maîtriser son article. Lors de leur première consultation au sujet du traitement médicamenteux d'un patient, Isabelle fut frappée par la pertinence de ses questions et son souci sincère d'obtenir les meilleurs résultats possibles. « Vous êtes minutieuse », avait dit Thomas en examinant ses notes. En cardiologie, ce souci du détail est primordial. Leur relation professionnelle évolua rapidement vers quelque chose de plus. Thomas était veuf, sa femme Catherine étant décédée subitement d'une crise cardiaque 18 mois auparavant. Il élevait seul leur fils de 6 ans, Noah, jonglant entre des gardes exigeantes à l'hôpital et son rôle de père. « Ça a été difficile », confia Thomas lors de leur 3e café à la cafétéria de l'hôpital. Noah n'est plus le même depuis la mort de Catherine. Il a ces crises. Des attaques de panique, surtout en présence de médicaments. Les thérapeutes disent que c'est un traumatisme lié au fait d'avoir assisté à la crise médicale de sa mère. Isabelle fut prise de compassion pour eux. Les enfants gèrent le deuil différemment, dit-elle doucement. Il associe probablement les médicaments à la perte de sa mère. Thomas la regarda avec une expression qui semblait presque soulagée. Vous comprenez. La plupart des gens pensent juste qu'il est difficile. Leur relation fut brève mais intense. En l'espace de 3 mois, Thomas la demanda en mariage dans le jardin sur le toit de l'hôpital. Noah a besoin de stabilité, dit-il. Et j'ai besoin de quelqu'un qui comprend le monde médical, qui ne me jugera pas pour les longues heures et les appels d'urgence. Tu es parfaite, Isabelle. Le mariage eut lieu lors d'une petite cérémonie dans un lieu au bord de l'eau. Noah, vêtu d'un costume miniature, se tenait à côté de son père, l'air pâle et renfermé. Quand Isabelle s'agenouilla à sa hauteur après la cérémonie, lui offrant un petit stéthoscope en jouet, il eut un mouvement de recul. « Ce n'est rien, moi, dit-elle doucement. Nous allons devenir amis. » Mais Noah se contenta de la fixer de ses grands yeux effrayés. Emménager dans la spacieuse maison de Thomas, dans le quartier de Queen Anne, aurait dû être un nouveau départ. La maison victorienne avait de hauts plafonds, des parquets en bois et une vue imprenable sur la ville. La présence de Catherine flottait encore dans les photos de famille sur la cheminée, une belle femme aux cheveux sombres et au regard chaleureux, toujours souriante. « Devrais-je ranger ces photos ?» demanda prudemment Isabelle un soir. « Non », répondit fermement Thomas. « Noah a besoin de se souvenir de sa mère. De plus, tu ne la remplaces pas. Tu es une nouvelle personne dans nos vies. » Isabelle apprécia sa sensibilité, bien que quelque chose dans son ton sonna presque comme un avertissement. Dès le premier matin, la phobie des médicaments de Noah devint évidente. Isabelle avait préparé un petit déjeuner sain, des pancakes aux céréales complètes, des fruits frais et du jus d'orange. Thomas sortit de son bureau avec un petit flacon de médicaments. « Noah a besoin de sa vitamine quotidienne », expliqua Thomas en faisant tomber un comprimé à croquer. « Il est anémique depuis la mort de Catherine. Il ne mange pas bien. » Dès que Noah vit le comprimé, son visage devint blême. « Non », hurla-t-il en repoussant sa chaise. « Pas de médicaments. Non, non, non. Non, c'est juste une vitamine.
la voix de Thomas se fit sévère. Tu la prends tous les jours. Mais Noah était sourd à la raison. Il courut dans un coin de la cuisine, se collant contre le mur, en hyperventilation. Son petit corps était secoué par une terreur qui semblait bien au-delà d'un simple caprice d'enfant. Isabelle s'approcha lentement, ses réflexes de pharmacienne prenant le dessus. « Hé, Noah! Regarde-moi. Tu es en sécurité. Personne ne va te forcer à prendre quoi que ce soit. » Thomas lui lança un regard irrité. « Isabelle, il doit prendre sa vitamine. C'est le pédiatre qui l'a prescrite. Peut-être qu'on pourrait essayer de la mélanger à de la compote de pommes, suggéra Isabelle. Ou de l'écraser dans son jus? Il le saura, dit Thomas d'un ton sec. Il le sait toujours. » Finalement, Thomas abandonna pour la matinée, jetant avec frustration le flacon de vitamines sur le comptoir. Noah resta dans son coin, respirant lourdement, refusant de retourner à table. Au cours des semaines suivantes, le même scénario se répéta. N'importe quel médicament, du Tylenol pour enfants pour une fièvre, une crème antibiotique pour un genou écorché, même des pastilles pour la toux plongeaient Noah dans une panique totale. Il pleurait, se cachait, vomissait parfois à cause de l'anxiété. « Ça ne peut plus continuer », dit Thomas un soir après une autre crise difficile. « Il va se rendre malade. » « Peut-être devrions-nous le ramener chez le psychologue pour enfants, » suggéra Isabelle. « Il existe peut-être des techniques de thérapie post-traumatique ? » « Nous avons essayé 3 thérapeutes différents, » l'interrompit Thomas. « Ils disent tous la même chose. Du temps. De la patience. Mais ça fait 18 mois, Isabelle. À quel moment la patience devient-elle de la complaisance ?» Isabelle ne pouvait nier sa frustration, mais quelque chose dans la terreur de Noah heurtait son instinct professionnel. Elle avait travaillé avec des patients pédiatriques qui craignaient les aiguilles ou les pilules. C'était différent. C'était la réaction d'un enfant qui avait été témoin de quelque chose de vraiment terrifiant. Un mois après le mariage, Isabelle commença à ressentir d'étranges vertiges au travail. Lors d'un examen de routine, son médecin, le docteur Patel, découvrit que son taux de cholestérol avait atteint la limite supérieure de la normale. « Rien de grave, » l'assura le docteur Patel, « mais compte tenu de vos antécédents familiaux de maladies cardiaques, j'aimerais vous mettre sous une statine à faible dose. Juste à titre préventif. » Isabelle prépara sa propre ordonnance à la pharmacie de l'hôpital, souriant de l'ironie de la situation. Elle qui conseillait des centaines de patients sur l'observance thérapeutique devait maintenant mettre en pratique ce qu'elle prêchait. Ce soir-là, elle montra le flacon de comprimés à Thomas. « On dirait que j'ai officiellement atteint la quarantaine, » plaisanta-t-elle. « Des médicaments pour le cholestérol. » Thomas examina l'étiquette avec un intérêt professionnel. « Atorvastatine, 10 mg. Bon choix. Très sûr. Catherine prenait le même médicament avant ? » Sa voix s'éteignit, son expression s'assombrissant. « Avant sa crise cardiaque ?» demanda doucement Isabelle. « Oui. Bien que ça n'ait pas aidé au final. » Thomas posa le flacon sur le comptoir de la cuisine. « Assure-toi de le prendre régulièrement. À la même heure chaque jour. Les hypolipémiants ne fonctionnent qu'avec une bonne observance. »« Oui, docteur, » dit Isabelle d'un ton enjoué, essayant d'alléger l'atmosphère. Mais Thomas ne sourit pas. « Je suis sérieux, Isabelle. La maladie cardiaque a tué Catherine à 35 ans. Je ne perdrai pas une autre femme à cause d'une défaillance cardiovasculaire. » L'intensité de sa voix l'a surpris. « Thomas, mon cholestérol est à peine élevé. C'est juste préventif. » « La prévention est essentielle, » dit-il fermement. « Je veillerai à ce que tu n'oublies pas tes doses. » Cette nuit-là, Isabelle plaça son flacon de médicaments dans l'armoire à pharmacie de la salle de bain, à côté des pilules pour la tension de Thomas et des vitamines non prises de Noah. Elle prit sa première dose avant de se coucher, l'avalant avec de l'eau tout en étudiant son reflet dans le miroir. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla et trouva son flacon de pilules sur le comptoir de la cuisine, déplacé de la salle de bain. « Tu as pris ton médicament ?» demanda Thomas en versant le café. « Pas encore. Pourquoi l'as-tu déplacé ? J'ai pensé qu'il serait plus visible ici. Pour que tu t'en souviennes. Thomas, je suis pharmacienne. Je pense que je peux me souvenir de prendre mes propres médicaments. Catherine oubliait souvent, dit-il tranquillement. Je ne veux pas que tu fasses la même erreur. » Le commentaire la blessa, mais Isabelle essaya de comprendre. La mort de sa femme l'avait traumatisée. Bien sûr, il serait hypervigilant quant à la santé cardiaque.
Ce qu'Isabelle ne remarqua pas, c'est Noah qui observait depuis l'embrasure de la porte, son petit visage pâle, ses yeux fixés sur le flacon de pilule avec une expression de terreur absolue. Au cours des 2 semaines suivantes, des choses étranges commencèrent à se produire avec les médicaments d'Isabelle. Elle plaçait le flacon dans la salle de bain, et il réapparaissait dans la cuisine. Elle comptait 28 pilules le matin pour en trouver 30 le soir. Le flacon semblait se déplacer seul dans la maison. « As-tu déplacé mes médicaments ?» demanda Isabelle à Thomas un soir. « Non. Pourquoi ferais-je ça ?» Il leva les yeux de sa revue médicale. « Tu perds le fil de tes doses ?»« Non, c'est juste laisse tomber. » Mais Isabelle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. En tant que pharmacienne, elle était méticuleuse dans le suivi de ses médicaments. Elle savait exactement combien de pilules devaient se trouver dans son flacon. Puis vint le jour où elle surprit Noah en flagrant délit. Isabelle avait quitté le travail plus tôt, ne se sentant pas bien, une migraine martelait derrière ses yeux. Elle arriva à la maison et la trouva silencieuse. Thomas était à l'hôpital pour une double garde. Alors qu'elle montait se reposer, elle entendit de petits bruits provenant de la salle de bain. En poussant la porte, elle trouva Noah debout sur un petit tabouret, cherchant dans l'armoire à pharmacie. Son flacon de pilule était ouvert dans ses petites mains. Tandis qu'elle regardait, choquée, il retira soigneusement 3 pilules et les remplaça par des comprimés d'apparence identique provenant d'un flacon de vitamines. « Noah ?» La voix d'Isabelle le fit sursauter, le faisant presque tomber du tabouret. Le visage du petit garçon passa par une succession rapide d'émotions, peur, culpabilité, détermination. Il serra les 2 flacons contre sa poitrine. « Qu'est-ce que tu fais avec mes médicaments ?» Les yeux de Noah s'emplirent de larmes, mais il ne parla pas. Il resta là, tremblant, tenant les flacons comme s'il s'agissait de grenades. Isabelle s'agenouilla, gardant une voix douce malgré son cœur qui battait la chamade. « Noah, il faut que tu me donnes ces flacons. On ne peut pas jouer avec les médicaments. C'est dangereux. »« Je ne joue pas, » murmura Noah, d'une voix si basse qu'Isabelle faillit ne pas l'entendre. « J'aide. »« Tu aides comment, mon chéri ?» Mais Noah secoua violemment la tête et la bouscula pour courir dans sa chambre. Isabelle entendit la porte claquer et se verrouiller. Elle baissa les yeux sur son flacon de médicaments, les mains tremblantes. En l'ouvrant, elle examina les pilules à l'intérieur. Elles semblaient identiques à son atorvastatine prescrite, même taille, même couleur. Mais quelque chose la poussa à en glisser une dans sa poche. Le lendemain au travail, Isabelle apporta la pilule au laboratoire d'analyse pharmaceutique de l'hôpital. « Salut Marcus », dit-elle au technicien en chef. « Pourrais-tu faire une analyse rapide de ceci pour moi ? Je pense qu'il y a peut-être eu une erreur de fabrication. Rien ne presse. » « Pas de problème, Isabelle. Donne-moi 1 heure. » 1 heure plus tard, Marcus la rappela au laboratoire, l'air confus. « Isabelle, où as-tu eu cette pilule ? » ?»« Dans mon flacon de médicaments. »« Pourquoi ? » ?»« Parce que ce n'est pas de l'atorvastatine. C'est de l'acide ascorbique. » De la vitamine C, il lui montra les résultats de la spectroscopie. Forte dose, environ 500 mg. Un composé complètement différent. Si quelqu'un à la pharmacie a dispensé ça par erreur ? Ce n'est pas le cas, dit Isabelle, l'esprit en ébullition. Merci, Marcus. Peux-tu garder ça entre nous pour l'instant ? En retournant à son bureau, les pensées d'Isabelle tourbillonnaient. Noah avait remplacé ses médicaments pour le cholestérol par des vitamines. Mais pourquoi ? Un enfant de 6 ans ne pouvait pas comprendre les implications d'une substitution de médicaments. À moins qu'il n'ait vu quelqu'un d'autre le faire. Ce soir-là, Isabelle attendit que Noah soit au lit avant de confronter Thomas. Nous devons parler du comportement de Noah. Je l'ai surpris en train de manipuler mes médicaments aujourd'hui. Thomas leva les yeux de son ordinateur portable, son expression s'assombrissant. Que veux-tu dire par manipuler ? Il remplaçait mes pilules par des vitamines. J'en ai fait analyser une au laboratoire de l'hôpital. Pendant un instant, quelque chose traversa le visage de Thomas, était-ce de la peur ? Mais cela disparut si vite qu'Isabelle n'était pas sûre de l'avoir vu. C'est troublant, dit lentement Thomas. Sa phobie des médicaments s'aggrave. Maintenant, il interfère avec les traitements des autres. Thomas, il a dit qu'il aidait. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Qui sait ce qui lui passe par la tête ? Thomas ferma son ordinateur portable avec plus de force que nécessaire. Le gamin est traumatisé. Il pense probablement que tous les médicaments sont dangereux parce que sa mère est morte malgré ses pilules pour le cœur.
C'est la logique irrationnelle d'un enfant. Devrions-nous le ramener en thérapie? Évidemment. La voix de Thomas était tranchante. C'est un comportement inacceptable. Si l'on vient à saboter un traitement médical, c'est qu'il y a quelque chose de gravement anormal. Isabelle se sentit sur la défensive pour Noah, malgré la situation. Ce n'est qu'un enfant, Thomas. Un enfant effrayé. Un enfant qui pourrait blesser quelqu'un avec ce comportement, rétorqua Thomas. Et s'il échangeait les médicaments d'un patient atteint d'une maladie grave? Et s'il faisait ça à l'école? La dispute s'envenima, et Thomas finit par dormir dans son bureau. Isabelle resta éveillée, l'esprit en ébullition. Quelque chose dans toute cette situation lui semblait anormal. La terreur de Noah face aux médicaments. La mort soudaine de Catherine malgré un traitement cardiaque. La vigilance intense de Thomas quant à la prise de pilule d'Isabelle. Et maintenant, Noah avait remplacé ses médicaments par des vitamines, prétendant qu'il aidait. Les pièces du puzzle ne s'emboîtaient pas, mais Isabelle ne pouvait se défaire du sentiment qu'elle le devrait. 2 semaines plus tard, Thomas annonça qu'il partait pour une conférence médicale à Boston. 3 jours, dit-il. Un symposium important sur les nouveaux traitements cardiaques. Je présente une communication. Isabelle ressentit un étrange mélange de soulagement et d'appréhension. Nous nous en sortirons. Noah et moi aurons du temps pour créer des liens. Thomas fronça les sourcils. Assure-toi qu'il n'ait accès à aucun médicament. Verrouille l'armoire à pharmacie si nécessaire. Après ce qui s'est passé avec tes pilules? Je le ferai. N'inquiète pas. Le matin du départ de Thomas, Isabelle remarqua un changement immédiat chez Noah. Alors que la voiture de son père s'éloignait de l'allée, les épaules du petit garçon se détendirent visiblement. Il sourit même pour la première fois depuis des semaines. « Qu'est-ce que tu aimerais pour le petit déjeuner, Noah » demanda Isabelle. « Des pancakes » demanda-t-il timidement. « Avec des pépites de chocolat » ? Absolument. Ils passèrent la matinée à cuisiner ensemble, Noah riant aux éclats en aidant à mélanger la pâte. Le cœur d'Isabelle se gonfla. C'était l'enfant que Thomas avait décrit lors de leur première rencontre, doux, curieux, affectueux. Où s'était caché ce garçon? Après le déjeuner, ils allèrent au parc local. Noah courut et joua avec d'autres enfants, son attitude renfermée habituelle complètement disparue. Sur les balançoires, il cria « Plus haut, maman Isabelle. Pousse-moi plus haut ». C'était la première fois qu'il l'appelait par une variante de « maman », et Isabelle sentit les larmes lui monter aux yeux. Ce soir-là, ils commandèrent des pizzas et regardèrent des films d'animation ensemble. Noah se blottit contre Isabelle sur le canapé, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Alors que le générique de fin défilait, il leva les yeux vers elle, l'air sérieux. « Maman Isabelle ?»« Oui, mon chéri ?»« Je peux te dire un secret? Un grand secret ?» Le cœur d'Isabelle se mit à battre la chamade, mais elle garda une voix calme. « Bien sûr, tu peux tout me dire. » Noah jeta un coup d'œil vers la porte d'entrée, comme pour vérifier que son père n'était pas rentré plus tôt. Puis il murmura, « Il faut que je te parle des médicaments. De ce que papa a fait à maman. » Le temps sembla s'arrêter. Isabelle éteignit doucement la télévision et accorda toute son attention à Noah. « Quoi à propos des médicaments, Noah ?»« Maman était malade, » commença Noah, la voix tremblante. Son cœur était malade. Le docteur lui a donné des médicaments dans un flacon avec un couvercle rouge. Elle les prenait tous les jours, tous les matins. Continue, l'encouragea doucement Isabelle. Mais papa? Les yeux de Noah s'emplirent de larmes. Papa avait un autre flacon. Il ressemblait au même, mais ce n'était pas le même. Tard le soir, quand maman dormait, il allait dans la salle de bain. Je l'ai vu à travers la porte. Il jetait les pilules rouges de maman et mettait des pilules différentes. Des blanches de l'autre flacon. Le sang d'Isabelle se glaça. Pendant combien de temps l'as-tu vu faire ça, Noah? Plein de fois. Plein de fois. Maman a commencé à se sentir mal. Elle était tout le temps fatiguée. Elle avait mal à la poitrine. Elle a dit à papa que les médicaments ne marchaient pas. Des larmes coulaient maintenant sur le visage de Noah. Papa a dit qu'elle devait en prendre plus. Mais les médicaments n'étaient pas de vrais médicaments. C'étaient de faux médicaments. Et puis maman est tombée. Une ambulance est venue. Ils ont fait le truc qui fait bip bip sur sa poitrine. Mais elle ne s'est pas réveillée. Isabelle prit Noah dans ses bras, son propre corps tremblant. « Oh, mon chéri. Oh, Noah. » Les docteurs ont dit que le cœur de maman était devenu trop malade, sanglota Noah contre son épaule.
Ils ont dit que les médicaments n'avaient pas aidé. Mais ce n'étaient pas des médicaments. C'est papa qui a fait que ce n'était plus des médicaments. C'est papa qui a fait mourir maman. Tout s'emboîta avec une clarté horrifiante. Thomas avait remplacé les médicaments cardiaques de Catherine par des placebos. Sans traitement approprié, son état cardiaque s'était détérioré jusqu'à ce qu'elle subisse une crise cardiaque mortelle. Et Noah avait tout vu. « Noah, dit prudemment Isabelle, c'est pour ça que tu changes mes pilules? Parce que tu as vu papa changer les pilules de maman ?» Noah hocha frénétiquement la tête. « Quand j'ai vu ton flacon de médicaments, j'ai eu peur. Et si papa changeait tes médicaments aussi? Et si tu tombais comme maman? Alors je les change en premier. Je mets des vitamines pour que tu ne prennes pas de mauvais médicaments. J'aide. » Le cœur d'Isabelle se brisa. Cet enfant, ce courageux et terrifié garçon de 6 ans, avait essayé de lui sauver la vie de la seule manière qu'il connaissait. En répliquant le crime de son père, mais à l'envers. « Non, tu es tellement courageux de me dire ça, » dit Isabelle en le serrant fort. « Ce que ton papa a fait était très mal. Mais tu n'as plus à me protéger tout seul. Nous allons demander de l'aide à des gens dont c'est le travail d'arrêter les mauvaises choses. » « La police ?» murmura Noah avec crainte. « Oui. La police. Ils vont s'assurer que ton papa ne fera plus jamais de mal à personne. » « Papa sera fâché contre moi? »« Ton papa ne te fera plus jamais peur, promit Isabelle. Je vais te protéger maintenant. Quoi qu'il arrive. » Cette nuit-là, après que Noah se fut enfin endormi en serrant un ours en peluche, Isabelle s'assit dans le salon, son téléphone dans ses mains tremblantes. Elle savait ce qu'elle devait faire, mais les implications étaient stupéfiantes. Thomas Wright, cardiologue respecté, son mari était un meurtrier. À 22h47, elle composa le 911. « Je dois signaler un meurtre, » dit-elle lorsque l'opérateur répondit. « Et j'ai besoin que quelqu'un vienne protéger mon beau-fils. Sa vie pourrait être en danger. » L'inspectrice Maria Santos et son partenaire, l'inspecteur Kyle Harrison, arrivèrent en moins de 30 minutes. Isabelle avait dit à l'opérateur du 911 qu'il s'agissait d'une vieille affaire qui venait de connaître un rebondissement, ce qui avait élevé la priorité. Elle les accueillit à la porte, un doigt sur les lèvres. « Mon beau-fils dort. Cela concerne la mort de sa mère il y a 18 mois, et il est le témoin. » Dans le salon, Isabelle raconta tout le comportement de Noah face aux médicaments, les pilules échangées, et finalement sa confession d'avoir vu Thomas remplacer les médicaments cardiaques de Catherine par des placebos. « Ce sont des allégations graves, » dit prudemment l'inspectrice Santos. « Comprenez-vous ce que vous êtes en train de dire sur votre mari? » « Je suis pharmacienne clinicienne, » répondit Isabelle. « Je comprends exactement ce que je dis. Priver un patient atteint d'une maladie cardiaque documentée de ses médicaments prescrits équivaut à un meurtre. Thomas est cardiologue. Il savait exactement ce qui se passerait si Catherine ne recevait pas un traitement approprié. L'inspecteur Harrison prenait des notes détaillées. « Nous devrons parler à Noah. » « Demain matin, en présence d'un psychologue pour enfants, » insista Isabelle. « Il est déjà terrifié. Il faut que ce soit fait correctement. »« D'accord. » L'inspectrice Santos hocha la tête. « Madame Wright ou préférez-vous Madame Ferreira? » Isabelle, c'est bien. Isabelle, votre mari a-t-il accès à des fournitures pharmaceutiques par le biais de son poste à l'hôpital? Tous les médecins en ont, dans une certaine mesure. Mais Thomas aurait dû se procurer des pilules qui correspondaient visuellement aux médicaments de Catherine. Son ordonnance était? Isabelle marqua une pause, repensant aux commentaires de Thomas. Il a dit qu'elle prenait de l'atorvastatine. Le même médicament qu'il m'a prescrit. Le même médicament que votre beau-fils remplaçait par des vitamines, nota l'inspecteur Harrison. Parce que Noah reproduisait ce qu'il avait vu son père faire à sa mère, dit Isabelle. Vous ne voyez pas? Il essayait de me sauver. L'inspectrice Santos se pencha en avant. Isabelle, avez-vous toujours le flacon avec les pilules remplacées? Celles que vous avez fait analyser? Oui. Dans mon sac à main à l'hôpital. J'ai ramené le flacon original mais j'ai gardé l'échantillon que j'avais testé. Nous en aurons besoin comme preuve. Et nous devrons accéder aux dossiers médicaux de Catherine Wright, son historique de prescription, les rapports d'autopsie, les analyses toxicologiques. L'autopsie aurait montré de l'atorvastatine dans son système même si Thomas remplaçait ses pilules, réalisa Isabelle à voix haute. S'il les substituait par quelque chose comme de la vitamine C ou des comprimés de calcium, ils seraient décomposés et métabolisés sans paraître suspects. L'absence d'atorvastatine serait attribuée à un manque d'observance.
Mais si elle était observante et que son mari remplaçait le médicament? L'inspecteur Harrison croisa le regard d'Isabelle. Alors la toxicologie ne montrerait pas de niveau thérapeutique du médicament. Cela montrerait qu'elle ne le prenait pas, même si elle pensait le faire. L'inspectrice Santos se leva. Nous devons agir vite. Votre mari revient quand? Lundi soir. Après-demain. Nous posterons un officier devant la maison ce soir. Demain matin, nous mènerons un entretien formel avec Noah, exécuterons un mandat de perquisition pour cette résidence et obtiendrons le dossier médical complet de Catherine Wright. Si le témoignage de votre beau-fils est crédible et que les preuves le corroborent, nous arrêterons Thomas Wright à son retour de Boston. Après le départ des inspecteurs, Isabelle resta assise dans le salon obscur, digérant tout. Son mari ou l'homme qu'elle avait épousé, avec qui elle avait partagé son lit, en qui elle avait eu confiance, était un meurtrier. Il avait tué sa première femme en lui refusant un médicament vital et avait probablement prévu de faire de même avec Isabelle. La pensée de la proximité à laquelle elle avait frôlé le sort de Catherine lui donna la nausée. Sans l'intervention de Noah, dans quelques mois, ces médicaments pour le cholestérol auraient peut-être aussi été échangés contre des placebos. Sa santé cardiovasculaire se serait détériorée. Peut-être que Thomas aurait augmenté son dosage, lui faisant croire qu'elle recevait un traitement plus agressif alors qu'en réalité elle ne recevait rien du tout. Et puis, un jour, son cœur se serait simplement arrêté. Isabelle alla voir Noah, qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines. Demain, son monde serait à nouveau bouleversé. Mais cette fois, ce serait pour sa protection, pas pour son traumatisme. Elle lui lissa doucement les cheveux sur le front. « Tu m'as sauvé la vie », murmura-t-elle. « Maintenant, c'est moi qui vais sauver la tienne. » Le lendemain matin fut un tourbillon d'activités. Une psychologue pour enfants, le docteur Elena Morrison, arriva à 8 heures pour interroger Noah. Isabelle s'assit à côté de lui, lui tenant la main pendant qu'il racontait à nouveau son histoire, cette fois de manière plus cohérente, avec des détails déchirants. Papa gardait le flacon blanc dans son bureau, expliqua Noah. Dans le tiroir qui se ferme à clé. Parfois, j'entendais le tiroir s'ouvrir tard le soir. Il prenait le flacon de médicaments de maman dans la salle de bain et allait dans son bureau. Puis il revenait avec. « Comment l'as-tu vu faire l'échange » demanda doucement le docteur Morrison. Une fois, je n'arrivais pas à dormir. Je suis allé chercher maman, mais elle dormait déjà. J'ai vu de la lumière sous la porte du bureau de papa. J'ai regardé par la fente. Il avait les 2 flacons sur son bureau. Il versait les pilules du flacon rouge de maman à la poubelle, puis le remplissait avec le flacon blanc. L'image d'un enfant de 6 ans témoin de cela, comprenant que quelque chose n'allait pas du tout mais n'ayant ni les mots ni le pouvoir de l'arrêter, brisa le cœur d'Isabelle. « As-tu essayé de le dire à quelqu'un » demanda le docteur Morrison. Noah hocha vigoureusement la tête. « Je l'ai dit à maman. J'ai dit, papa change tes médicaments. » Mais maman n'a pas compris. Elle a dit, papa est un docteur, mon chéri. Il s'y connaît en médicaments. J'ai essayé de le lui dire encore, mais elle était confuse. Elle devenait déjà tout le temps somnolente à cause de son cœur malade. En milieu de matinée, la police exécuta un mandat de perquisition dans la maison. Dans le tiroir verrouillé du bureau de Thomas, ils trouvèrent exactement ce qu'ils cherchaient, plusieurs flacons de comprimés génériques de carbonate de calcium, de même taille, forme et couleur que la torvastatine. Ils trouvèrent également des documents financiers détaillés montrant que Thomas avait souscrit une importante police d'assurance vie sur Catherine quelques mois seulement avant sa mort. 750 000 $, dit l'inspectrice Santos à Isabelle. Il a doublé sa couverture 2 mois avant sa mort. Les dossiers médicaux de Catherine peignaient un tableau accablant. Son cardiologue lui avait prescrit 40 mg d'atorvastatine par jour pour une hypercholestérolémie familiale, un taux de cholestérol génétiquement élevé. Ces rendez-vous montraient des symptômes qui s'aggravaient progressivement, douleurs thoraciques, fatigue, essoufflement. Le cardiologue prescripteur avait noté une possible non-observance du traitement, car ces taux de cholestérol restaient dangereusement élevés malgré la prise supposée régulière de la statine. Le rapport toxicologique de l'autopsie fut la dernière pièce du puzzle. S'il montrait du calcium dans son système, ce qui correspondait au comprimé placebo, il ne montrait aucun niveau thérapeutique d'atorvastatine. Le médecin légiste avait attribué cela à la non-observance du traitement prescrit par la victime. Mais elle était observante, dit Isabelle en lisant les rapports. Elle prenait ses pilules tous les jours, exactement comme Noah l'a témoigné. Elle ne savait juste pas que ce n'étaient pas les bonnes pilules.
Son mari le savait, dit sombrement l'inspecteur Harrison. En tant que cardiologue, Thomas Wright comprenait exactement ce qui se passerait si une hypercholestérolémie familiale n'était pas traitée. Athérosclérose, maladie coronarienne, infarctus du myocarde. Il l'a essentiellement condamné à mort. Isabelle regarda les documents financiers étalés sur la table de sa salle à manger. Il a touché 3/4 million de dollars à sa mort. Et puis il m'a épousé, une autre femme avec des antécédents familiaux de maladie cardiaque, une autre femme qu'il a mise sous traitement pour le cholestérol. L'inspectrice Santos la regarda dans les yeux. Il mettait en place le même scénario. Si vous étiez morte d'une crise cardiaque dans 1 an ou 2, cela aurait ressemblé à un échec thérapeutique. Cause naturelle. Il a probablement aussi une assurance vie sur vous. Vérifiez le classeur du bureau, dit doucement Isabelle. C'est là qu'il garde les papiers d'assurance. Ils le trouvèrent en quelques minutes, une police d'assurance vie de 600 000 $ sur Isabelle, souscrite 2 semaines après leur mariage. Isabelle avait signé les papiers sans les lire attentivement, faisant confiance à l'explication de son mari selon laquelle c'était une planification financière standard pour les couples mariés. C'est un tueur en série, murmura Isabelle. Il épouse des femmes, les assure, et les tue lentement en leur refusant un traitement médical tout en feignant d'être un mari attentionné. Tout ça en encaissant l'argent des assurances. Et en utilisant son expertise médicale pour que cela paraisse naturel, ajouta l'inspectrice Santos. Sans le témoignage de Noah sur l'échange de médicaments et son courage de le reproduire pour vous protéger, Thomas Wright s'en serait tiré à nouveau. Thomas Wright fut arrêté à l'aéroport de SeaTac à son retour de Boston le lundi soir. La nouvelle se répandit rapidement à l'hôpital Seattle Memorial. Isabelle prit un congé, incapable d'affronter les commérages et les regards. Le procès fit sensation dans les médias. Un cardiologue tue sa femme en lui refusant un traitement, dominait les gros titres. Un héros de 6 ans sauve sa belle-mère, était dans tous les journaux locaux. Noah, désormais âgé de 7 ans, témoigna à huis clos, Isabelle à ses côtés. Il expliqua ce qu'il avait vu avec des mots simples et honnêtes. Le jury écouta, les larmes aux yeux, tandis qu'il décrivait comment il avait essayé de sauver Isabelle de la seule manière qu'il connaissait, en changeant ses médicaments avant que son père ne puisse le faire. La défense de Thomas argua que Noah était un enfant traumatisé à l'imagination débordante, que les incohérences médicamenteuses étaient dues à la propre non-observance de Catherine, que l'assurance vie était une pratique courante. Mais les preuves étaient accablantes. Les comprimés de calcium d'apparence identique à la torvastatine. Les polices d'assurance vie. Le journal intime de Catherine, découvert lors de la perquisition, qui documentait la détérioration de sa santé et sa confusion quant à la raison pour laquelle son médicament ne fonctionnait pas. Les dossiers financiers montrant les dettes de jeu et les investissements ratés de Thomas. L'accusation présenta le témoignage d'Isabelle sur le comportement de Noah, les pilules échangées, l'analyse de laboratoire prouvant que son médicament prescrit avait été remplacé. Ils firent venir des experts pharmaceutiques qui expliquèrent la facilité avec laquelle un médecin pouvait obtenir des comprimés d'apparence similaire. Ils montrèrent au jury l'historique de recherche de l'ordinateur de Thomas, méthodes intraçables, statistiques de non-observance des traitements, taux de survie après une crise cardiaque. Après 3 semaines de témoignages, le jury délibéra pendant 4 heures. Nous déclarons l'accusé, Thomas Wright, coupable de meurtre au premier degré dans la mort de Catherine Wright. Nous le déclarons coupable de tentative de meurtre sur Isabelle Ferreira Wright. Nous le déclarons coupable de fraude pour avoir obtenu le produit d'une assurance vie par des moyens criminels. La sentence tomba 2 semaines plus tard, la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Alors que le juge lisait la sentence, Thomas montra enfin de l'émotion ou non pas du remords, mais de la rage. Il se jeta sur Isabelle et Noah, hurlant « Tu as monté mon fils contre moi. Tu as tout gâché. » La sécurité le maîtrisa, le traînant hors de la salle d'audience. Noah enfouit son visage dans l'épaule d'Isabelle, tremblant. « C'est fini, murmura Isabelle. Il ne pourra plus jamais faire de mal à personne. » La procédure d'adoption prit 6 mois. Les parents de Catherine étaient décédés, et la sœur de Thomas, horrifiée par ses crimes, soutint la demande de garde exclusive d'Isabelle. « Il vous aime », lui dit Sarah, la sœur de Thomas, lors de l'audience finale. Dans tout l'enfer que Thomas a fait vivre à cet enfant, vous lui avez montré ce qu'est le véritable amour. Vous êtes sa mère maintenant. Le jour où l'adoption fut finalisée, Isabelle emmena Noah chez leur glacier préféré pour fêter ça. Alors qu'ils étaient assis au soleil, Noah mangeant une glace à la pâte à cookies et aux pépites de chocolat,
il leva les yeux vers elle. Maman, dit-il avec précaution. C'était la première fois qu'il l'appelait simplement maman, sans qualificatif. Oui, mon chéri. Je n'ai plus peur des médicaments. La gorge d'Isabelle se serra. Vraiment? Noah secoua la tête. Parce que maintenant je sais que les médicaments sont vrais. Tu les vérifies à ton travail. Tu t'assures qu'ils sont corrects. Tu protèges les gens, comme tu m'as protégé. Nous nous sommes protégés l'un l'autre, corrigea doucement Isabelle. Tu as été si courageux, Noah. Tu m'as sauvé la vie. J'aurais aimé pouvoir sauver maman Catherine aussi. Oh, mon cœur. Isabelle posa sa glace et le serra contre elle. Tu n'étais qu'un petit garçon. Ce qui est arrivé à ta première maman n'était pas de ta faute. Pas le moins du monde. Tu as essayé de la prévenir. C'était courageux et intelligent. Mais les adultes n'écoutent pas toujours les enfants, même quand ils le devraient. Toi, tu as écouté, dit doucement Noah. Parce que tu es un garçon très intelligent, et je suis une maman très chanceuse. Plus tard ce soir-là, alors qu'Isabelle bordait Noah, il demanda, « Maman, est-ce qu'on peut aller voir la tombe de maman Catherine demain? Je veux lui dire que papa ne peut plus faire de mal à personne. Et que j'ai une nouvelle maman qui m'aime. » Bien sûr qu'on peut, dit Isabelle en l'embrassant sur le front. On peut apporter des fleurs. Quel genre penses-tu qu'elle aimerait? Des tournesols, dit Noah avec certitude. Elle disait toujours que c'était des fleurs joyeuses. Le lendemain matin, ils se rendirent au cimetière avec un bouquet de tournesols. Noah les déposa délicatement sur la tombe de Catherine et resta assis un long moment en silence. « Tout va bien maintenant, maman, murmura-t-il enfin. Maman Isabelle et moi sommes en sécurité. Et papa est en prison pour toujours. Tu n'as plus à t'inquiéter. » Isabelle s'agenouilla à côté de lui, posant sa propre main sur la pierre tombale. « Merci d'avoir élevé un garçon si courageux et aimant, dit-elle doucement. Je promets de prendre soin de lui et d'honorer ta mémoire. Il saura toujours que tu l'aimais. » En retournant à la voiture, Noah glissa sa main dans celle d'Isabelle. « J'ai deux mamans maintenant, annonça-t-il. Une au ciel et une avec moi. C'est plutôt une chance, non? Une très grande chance, acquiesça Isabelle, le cœur rempli d'amour. Et c'est moi la plus chanceuse de toutes, parce que je suis ta maman. 3 ans plus tard, Isabelle se tenait dans la cuisine de leur nouvelle maison, une confortable maison de style craftsman dans le quartier de Ballard, loin de la demeure victorienne où le drame s'était déroulé. Elle préparait le dîner préféré de Noah, des tendeurs de poulet maison avec une sauce au miel et à la moutarde. « Maman, j'ai eu un nain à mon projet de science. » Noah, 10 ans, fit irruption dans la maison, agitant une feuille avec un grand A+ entouré en rouge en haut. « C'est merveilleux. C'était sur quoi, ton projet? Comment les pharmaciens protègent les gens en vérifiant les médicaments? » Noah rayonnait de fierté. « J'ai expliqué comment il faut s'assurer que tout le monde reçoit exactement les bonnes pilules, et comment tu utilises des ordinateurs pour vérifier les mauvaises interactions. Madame Peterson a dit que c'était le projet le plus détaillé qu'elle ait jamais vu d'un élève de CM1. » Les yeux d'Isabelle s'embrouillèrent. Son fils, car Noah était vraiment son fils maintenant, de toutes les manières qui comptaient, avait transformé son traumatisme en éducation. Il ne craignait plus les médicaments, au contraire, il comprenait leur pouvoir de guérir lorsqu'ils étaient utilisés correctement. « Je suis si fière de toi, dit-elle en le serrant dans ses bras. « Maman, tu m'écrases, rit-il, mais il ne se dégagea pas. Au dîner, Noah bavarda sur ses amis, son équipe de football, sa prochaine fête d'anniversaire. C'était un enfant normal et heureux, chose qui avait semblé impossible 3 ans auparavant. Avant de se coucher, alors qu'Isabelle vérifiait que Noah s'était bien brossé les dents, c'était fait, et avait préparé ses vêtements pour le lendemain, ce n'était pas fait, il dit nonchalamment. « Et maman? Aujourd'hui en cours de santé, on a appris à quel point il est important de prendre les médicaments exactement comme le dit le docteur. » « C'est exact, approuva Isabelle en l'aidant à choisir un t-shirt. « J'ai dit à la classe que ma mère est pharmacienne et qu'elle s'assure que les médicaments de tout le monde sont sûrs. Je ne leur ai pas parlé d'eux, tu sais. Des vieilles histoires. » Isabelle s'assit sur le bord de son lit. « Tu peux en parler si tu en as envie un jour. Ça fait partie de ton histoire. » « Je sais. » Noah se blottit sous ses couvertures. « Mais je pense que ma nouvelle histoire est meilleure. Celle où j'ai la meilleure maman du monde qui s'assure que tout le monde reçoit les bons médicaments, et on mange des tendeurs de poulet le vendredi, et personne n'a peur de rien. Je pense aussi que ta nouvelle histoire est meilleure, murmura Isabelle en l'embrassant sur le front. Fais de beaux rêves, mon courageux garçon. Fais de beaux rêves, maman.
je t'aime. Je t'aime encore plus. » Alors qu'Isabelle éteignait la lumière et fermait la porte, elle s'arrêta dans le couloir. Au mur était accrochée une photographie encadrée, Isabelle et Noah lors de sa cérémonie d'adoption, tous deux souriant largement, son bras autour de ses épaules. À côté se trouvait un cadre plus petit contenant une citation que Noah avait choisie lui-même, « Les héros ne portent pas toujours de cape. Parfois, ils sont juste assez courageux pour dire la vérité. » Isabelle pensa au chemin qui les avait menés ici où la peur, la révélation, la justice, la guérison. Noah lui avait sauvé la vie en échangeant des pilules, en trouvant le courage d'avouer ce dont il avait été témoin. En retour, elle avait sauvé la sienne en le croyant, en se battant pour lui, en l'aimant inconditionnellement. Leur famille n'avait pas été formée par le sang ou des liens traditionnels. Elle avait été forgée dans le feu du traumatisme et trempée par la vérité, le courage et l'amour. Et cela, pensa Isabelle, la rendait plus forte que n'importe quel autre type de famille ne pourrait jamais l'être. Dans sa chambre, Noah s'endormit avec un sourire aux lèvres, n'étant plus hanté par les cauchemars de flacons de médicaments et de cœurs défaillants. Son sommeil était paisible, protégé par la certitude d'être aimé, en sécurité et chez lui. La vérité avait été leur remède.